Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Collection dirigée par Nicolas Pelissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Pierre Morelli et Monji Segaillé dire « Communication et développement territorial en zone fragile au Maghreb, 2012 ». Éric Dacheux et Sandrine Lepontois, La BD Un miroir du lien social, 2011. Emmanuel Jacques, Le plaisir de jouer ensemble. Joueurs casuals et interfaces gestuelles de la Wii, 2011. Jean-Bernard Chémol, La brièveté télévisuelle, 2011. Audrey Alves, Les médiations de l'écrivain, 2011. Laurent-Charles Boyhomoassala et Jean-François Tetu, Communication et modernité sociale, Question Nord-Sud, 2010. 50, Cornu, P.A. Sanali et N. Pelissier, Information et nouvelles technologies en Méditerranée, 2010. Gloria Awad, Ontologie du journalisme, 2010. Marc Hiver, Adorno et les industries culturelles. Communication, musique et cinéma, 2010. Introduction. Storytelling, une histoire en question. Marc Marty. Université de Nice Sophia Antipolis, Laboratoire LIRCES. Nicolas Pelissier. Université de Nice Sophia Antipolis, Laboratoire I3M. Longtemps cantonné aux peintures rupestres, à la communication orale destinée aux enfants et aux pratiques créatives analysées par la critique littéraire et esthétique, l'art de raconter des histoires, storytelling, s'étend désormais aux domaines les plus variés. Du management à la politique, en passant par le marketing, de l'image au récit des marques, le jeu, environnement immersif destiné au divertissement mais aussi à la simulation de la guerre, le droit ou les thérapies, aucune activité sociale ne semble épargnée par cette mise en récit généralisée. Cette révolution narrative a d'abord pris naissance dans les sciences humaines et sociales, en Amérique du Nord, à partir d'une relecture d'auteurs européens Bakhtin, Barthes, Eco, Ricoeur, qui ont mis en évidence l'importance philosophique et politique du concept de récit à partir essentiellement des œuvres littéraires. Mais elle trouve aussi son origine dans les pratiques symboliques d'une société américaine qui a manifesté depuis sa geste inaugurale son intérêt pour les techniques de production de stories, tant dans sa culture populaire, comique, western, folk songs, ou médiatique, new journalism au Vietnam, que dans les discours et actes de ses décideurs politiques et économiques. Au pays d'Hollywood, des séminaires de Dale Carnegie, des jeux de rôle grandeur nature, des ateliers d'écriture et des festivals de scénarios, rien ne semble résister à la machine à fabriquer des histoires. Selon Christian Salmon, auteur d'un ouvrage remarqué publié en France en 2007, cette extension du storytelling, désormais effective sur le continent européen, doit faire l'objet d'une lecture attentive et critique. Il soutient la thèse plutôt pessimiste, selon laquelle cette machine, parée des vertus de la prétendue innocence des contes pour enfants, aboutit surtout à un formatage de plus en plus généralisé des esprits. Il invite donc à se méfier d'une pensée narrative de plus en plus instrumentalisée par les spin doctors de la communication politique, les stratèges du marketing ou de l'art de la guerre. Il dénonce notamment le détournement des théories qui ont fait du récit une ressource symbolique essentielle, mais aussi démocratique,
au profit de méthodes peu avouables de contrôle social. Comment l'idée de Roland Barthes selon laquelle le récit est l'une des grandes catégories de la connaissance que nous utilisons pour comprendre et ordonner le monde a-t-elle pu s'imposer ainsi dans la sous-culture politique, les méthodes de management ou la publicité ? Selon lui, le storytelling met en place des engrenages narratifs, suivant lesquels les individus sont conduits à s'identifier à des modèles et à se conformer à des protocoles. D'ici à y voir une dictature, voire un nouveau totalitarisme du récit. En dépit de sa pertinence et de ses nombreuses illustrations sur nos écrans quotidiens, doit-on se satisfaire de cette thèse et ne voir dans le récit qu'une forme de rouleau compresseur du réel ? Ne peut-il aussi, comme le souligne le narratologue Benoît Grévis, cultiver l'anfractuosité, l'affleurement du complexe, l'espace laissé à l'interprétation critique du lecteur ? Ce dernier est-il forcément dupe des stratégies instrumentales des gourous du storytelling ? Bien avant l'avènement des nouvelles technologies dites participatives, du Web 2.0 qui consacre l'expressivité du public, des auteurs tels qu'Umberto Eco ont bien montré que le récit n'est pas réductible à la consommation d'un produit fini, qu'il donne la possibilité à son lecteur de ne pas s'enfermer dans une seule interprétation du monde à visée de formatage. Paul Ricoeur, quant à lui, a insisté sur la possibilité d'une responsabilité narrative, permettant à ceux qui écrivent les histoires et à ceux qui les lisent de donner du sens à leur existence. Le temps devient humain à partir du moment où il est articulé de manière narrative. Mais à quelles conditions et comment exercer au mieux cette responsabilité dans nos pratiques sociales, culturelles et techniques au quotidien ? Les auteurs des contributions contenues dans le présent ouvrage étaient invités à proposer leur propre lecture ou relecture des grands auteurs, au fondement de la révolution narrative, évoquée plus haut. Ils ont d'abord été sollicités dans le cadre d'une journée d'études intitulée « Du storytelling à la mise en récit des mondes sociaux. La révolution narrative a-t-elle eu lieu ?» qui s'est tenue à l'université de Nice, Sophia Antipolis, le vendredi 18 novembre 2011. Cette manifestation a été initiée conjointement par les laboratoires I3M, Information, Milieu, Médias, Médiation, et CIRCPLES, aujourd'hui LIRCES, Laboratoire interdisciplinaire Récit, Culture et Société, dans le cadre d'un projet de fédération de laboratoires en sciences humaines et sociales initié par le professeur Jean-Yves Boursier, alors doyen de la faculté organisatrice, UFR-LH, Lettres, Arts et Sciences humaines. Les textes issus de cette journée d'études ont été repris en vue de la publication du présent volume, après réévaluation par un comité scientifique ad hoc. Ce retour sur les théories fondatrices a amené les auteurs à explorer les lieux où s'imaginent et se développent des contre-narrations, entendues comme pratiques symboliques visant à enrayer la machine à fabriquer des histoires. En dernier lieu, certaines contributions montrent aussi que le concept du storytelling hégémonique, récit de masse, appartient en partie au passé récent. L'art de la mise en récit du réel ou de la fiction, en particulier depuis le développement des médias alternatifs à la presse, à la télévision et au cinéma, est devenu plus complexe à saisir et engage sans doute l'invention d'une narratologie multi- ou transmédia. La première partie s'ouvre donc sur le storytelling en tant que concept controversé. Mark Lee propose ainsi de réévaluer le succès éditorial du concept de storytelling, de le dater et d'en examiner les origines et les prolongements. Loin de la nouveauté que semblait avancer le livre de Christian Salmon, les analyses avant l'heure abondent dans les textes des narratologues de années 90. Mieux encore, les mythologies de Roland Barthes dénonçaient déjà en leur temps, 1957, la dimension aliénante que pouvaient avoir les récits médiatiques. Le storytelling, concept apparu il y a une dizaine d'années, ne serait finalement qu'un avatar de ce que l'on nommait auparavant la confrontation et la manipulation idéologique. Les positions théoriques de Salmon, celles d'un sociologue, l'amènent à considérer que les masses sont soumises passivement à toutes les manipulations engendrées par le storytelling. Il s'éloigne ici des théories de la narratologie, en particulier celles qui ont insisté sur la capacité du lecteur à interpréter et à mettre à distance le récit grâce à son esprit critique. À rebours même de la théorie de Salmon, Mark Lee rappelle que le récit et la mise en récit sont porteurs d'une dimension émancipatrice, en particulier lorsqu'ils servent de contre-récit, et permettent à des groupes de s'approprier par eux-mêmes le monde,
en se passant des récits formatés par les sphères du pouvoir ou en les subvertissant. Le modèle narratif permet ainsi de situer le travail du journaliste sur des terrains désertés ou oubliés par l'information à flux tendu. L'immersion, le témoignage des acteurs, l'observation y jouent alors un rôle essentiel. Sur le terrain politique, à partir des transformations qui pointaient déjà au début de l'année 2012, Lee fait le constat de la perte de vitesse du storytelling, affiché comme tel dans les magazines People, au profit de formes plus diluées qu'il reste encore à analyser, mais qui se caractérisent essentiellement par une mise en récit produite non par l'émetteur-producteur, mais par la collaboration des lecteurs-spectateurs. Sur des bases narratologiques assez proches, la contribution de Marc Marty rappelle comment les théories d'analyse du récit se sont développées au cours des 40 dernières années. Ce rappel l'amène à examiner dans un second temps une dimension que Salmon n'aborde pas, la fonction cognitive du récit. Celui-ci est loin d'être uniquement une mise en forme du monde imaginaire, c'est aussi un vecteur de savoir, en particulier en histoire. Les historiens ont justement pointé cette ambiguïté qui pouvait être mise au service de la propagande. Si le récit historique possède la même structure narrative que le récit de fiction, il en diffère cependant, comme le souligne Chartier. Les savoirs qu'il produit, pour être valides, doivent être vérifiables et donc fondés sur la trace de l'archive. Cela ne résout pas cependant le problème de la causalité, qui est inhérente à toute mise en récit. La causalité vient rendre intelligible la masse amorphe des faits et des événements, et confère au récit sa dimension cognitive. Le storytelling irait au-delà de ce pouvoir cognitif du récit, afin de procéder à une mise en ordre idéologique. Ce mécanisme est facilité dans des sociétés qui produisent massivement des flux de données chiffrées et d'informations, pour décrire le réel. La capacité narrative des citoyens est confisquée, et elle devient le privilège des experts, dont la légitimité ne tient médiatiquement qu'à leur compétence à rendre accessibles les données et la masse des faits isolés. Face à ce constat, des intellectuels comme Roland Gori dépassent l'analyse de Salmon et soulignent que la mise en récit est aussi devenue une nécessité politique et vitale d'appropriation du réel par les citoyens. Elle est le seul moyen d'humaniser et de démocratiser l'espace narratif public. La contribution de Céline Mazzoni-Lacroix sur le transmédia analyse comment justement le public peut s'approprier les récits fictionnels, allant parfois jusqu'aux interprétations transgressives et ce, grâce aux nouveaux supports développés par la technologie numérique. Ce mécanisme est paradoxal, car il est issu de l'engagement du spectateur, voire du fan, vis-à-vis de celui qui produit les narrations initiales. L'étude se fonde donc sur une narratologie communicationnelle, qui articule deux dimensions. Le processus de reconfiguration commerciale et narrative du transmédiatique, indissociable du processus d'appropriation des récits par des publics. Céline Mazzoni-Lacroix, en proposant une typologie variée de publics types, suggère combien la réception est un pôle qu'il faut se garder d'unifier ou de simplifier tant sa fragmentation culturelle est grande. L'intérêt de la narratologie communicationnelle dans l'analyse du transmédia, l'exemple développé est celui des feuilletons télévisés, est de montrer que le phénomène de la réception est pluriel. Elle permet aussi d'analyser comment il donne lieu non seulement à l'appropriation des contenus, mais aussi comment il contribue, par des productions alternatives qui incluent l'analyse critique et la transgression, à un éventuel feedback sur la narration de la fiction de départ. Même si cette interaction est en partie réutilisée dans le devenir des séries originelles, on est loin de l'image d'un public passif, recevant de façon analogue et non évolutive les productions culturelles de masse. Après ces trois contributions, qui revisitent en le nuançant le contexte et le concept de storytelling, les deux suivantes s'attachent à analyser le storytelling politique, entre rupture et continuité, dans une perspective assez proche des travaux de Christian Salmon mais avec leur démarche spécifique. Salmon s'est attaché à montrer les relations entretenues entre Hollywood et la politique américaine, afin de fabriquer des histoires. Alexandre Herry prend le parti au départ d'une comparaison diachronique entre deux figures du storytelling politique en France. Dans un pays où la mémoire des figures historiques joue un rôle déterminant dans la pratique politique, il propose d'analyser les productions d'Henri Guénaud à l'aune de la figure d'André Malraux et des références au général de Gaulle.
C'est principalement à travers l'analyse de la figure de ce storyteller à la française et de ses évolutions que l'on saisit comment a évolué le récit politique entre 2002 et 2012. Si la relation de continuité avec le passé gaulien est importante et revendiquée, Alexandre Herry montre qu'elle ne se fait pas naturellement et qu'elle doit passer par une justification répétée, parce que justement l'héritage est contestable et qu'il est difficile de raconter les mêmes histoires à plusieurs dizaines d'années d'intervalle sans tomber dans les lieux communs. La contribution de Stéphane Poufary analyse un thème politique marqué par la nouveauté, celui du débat climatique. Celui-ci implique-t-il une mise en récit calquée sur les pratiques politiciennes des stratégies électorales, comme l'a précédemment analysé Alexandre Herry, ou bien renouvelle-t-il par sa nouveauté et son importance le discours des gouvernants ? L'analyse des résultats sur le terrain au regard des objectifs fixés, et donc mis en récit entre les différentes échéances internationales permet de mesurer la distance entre les paroles et les actes. Selon l'auteur, le fossé entre la déclaration et son application que chaque réunion internationale vient mettre en lumière est comblé par la théâtralisation et l'usage de l'émotion, qui deviennent alors indispensables pour éviter d'être confrontés à un bilan. La parole politique fait alors l'objet d'une mise en scène savamment étudiée et pour être audible, elle devient prophétique et sans limite. L'articulation décrite par Christian Salmon est parfaitement adaptée. La réalité de l'après-discours et de la mise en œuvre se déroule toujours dans un ailleurs loin des caméras et des tribunes. Le respect des engagements est donc à dissocier de la prise de parole. À la suite de ces contributions qui réinterrogent la parole politique en la confrontant à la pratique du storytelling, deux autres s'efforcent d'examiner les fictions du réel et les réalités de la fiction dans les médias. La contribution de Jean-Paul Aubert tente d'éclairer les origines de la connivence, présentée par Christian Salmon comme une évidence, qui unit le storytelling et l'industrie cinématographique hollywoodienne. Elle détermine à cet effet 3 points de convergence. L'importance accordée au scénario, la prépondérance de l'art de raconter au détriment du contenu, l'existence de stratégies narratives dont les éléments sont substituables les uns aux autres. Jean-Paul Aubert indique que l'attention prêtée au storytelling par les institutions commerciales s'appuie essentiellement sur la connaissance et la défense de leurs propres intérêts. Il montre cependant que si le storytelling consiste à raconter une histoire comme si c'était la réalité, une contre-narration est toujours possible qui souligne l'écart entre l'histoire racontée, sur les écrans, et la réalité objective. La contribution de Nicolas Pélissier prend pour objet d'analyse la généalogie et les pratiques renouvelées du journalisme narratif. Ce dernier ne consiste pas seulement à relater des faits, mais aussi à raconter des histoires. Le journalisme narratif est une forme d'écriture du réel spécifique, qui utilise sciemment les techniques du récit pour mettre des faits à la portée du public. Le journalisme n'est pas une fiction parmi d'autres, mais se sert de la fiction pour collecter des faits. C'est ce qui fait de ces formes narratives un outil de saisie et de retour vers le réel. Après avoir retracé la généalogie mouvementée du journalisme narratif, Nicolas Pélissier montre son déclin au XXe siècle sous l'emprise d'un modèle plus factuel déterminé par les besoins de l'industrie médiatique, avant d'assister à son retour contemporain, sous l'influence notamment d'un mouvement littéraire néo-réaliste, des nouvelles tendances de la recherche en sciences humaines et sociales et des cultural studies anglo-saxonnes. Si les précédentes contributions considéraient le réel au miroir de la fiction dans les pratiques et les discours médiatiques, les 3 dernières confrontent les récits enchantés des organisations à l'épreuve du vécu. Le texte d'Émilie Souiri propose une analyse comparée du storytelling des écoles aux États-Unis et en France, à la fois au cinéma et dans la réalité. Cette pratique narrative repose sur des motifs chrétiens très fédérateurs aux États-Unis. Elle porte sur la construction d'une figure d'enseignant modèle, qui réussit à gagner la confiance et le respect des élèves en faisant preuve de passion et de dévouement. Analysant 4 films américains sortis entre 1988 et 2007, Émilie Souiri montre que si ce storytelling professoral connaît un grand succès, c'est parce qu'il fait écho à des pans entiers de l'histoire et de la culture américaine. La contribution de Laurie Gherardi et Sylvie Parini-Alemano envisage le journal d'entreprise à l'aune du storytelling et propose l'étude du récit enchanté d'une fusion entre 2 compagnies aériennes,
Air France et KLM. Le journal, ou roman, d'entreprise informe à sa façon le personnel des évolutions de l'entreprise dans le but de l'associer à la vie de l'entreprise. Visant à créer un esprit d'entreprise, le journal porte un storytelling qui entend légitimer une logique de domination managériale et parfois, masquer un formatage de l'entreprise. La contribution d'Arthur Méry met en présence le récit de contrôle social et la narration éthique propre aux organisations sectaires. En tant que psychanalyste, il définit son champ de recherche au croisement de la méthode clinique et de l'analyse des processus narratifs selon lesquels les sectes se racontent. Il expose que les sectes répriment durement la fonction auteur de leurs membres, pour les déposséder de leur capacité langagière de dire et de raconter certains faits d'une certaine manière. Il affirme enfin que si le storytelling est partie prenante d'un dispositif de contrôle social, la contrainte exercée sur l'autre est indissociable de celle que l'individu s'inflige volontairement. La postface de Daniel Moatti, enfin, constitue le retour d'expérience d'un chercheur qui, en tant qu'ancien professeur documentaliste de l'enseignement secondaire, a utilisé les techniques du storytelling, en se fondant sur la dimension narrative de l'histoire de l'écriture, à des fins didactiques et formatrices. Dans cette contribution, il s'appuie sur la dimension iconique de l'écriture pour construire une contre-narration capable de neutraliser la prolifération des images diffusées massivement par les TIC, qui, en envahissant les espaces publics et privés de notre société, accaparent l'esprit de nos enfants. À travers ces deux derniers exemples, on constate qu'il est possible, non sans difficulté, de sortir d'une secte et de sortir de texte. En revanche, l'ensemble de l'ouvrage montre qu'il est au final très difficile de sortir du récit. Considérons donc que la success story de ce dernier n'est pas près de s'achever, ce qui nous vaudra certainement quelques recherches ultérieures. Storytelling, retour sur un concept controversé. Storytelling, réévaluation d'un succès éditorial. Marc Lee. Université catholique de Louvain. Observatoire du récit médiatique. L'ouvrage que Christian Salmon a consacré au storytelling, il y a 5 ans, a eu un écho considérable, et il a aussi eu le mérite de remettre à l'avant-plan une notion qui a connu des fortunes variables depuis Aristote jusqu'aux structuralistes inspirés par les travaux de Greimas. Il y a un peu plus de 20 ans, l'Observatoire du récit médiatique, ORM, avait voulu théoriser la notion de récit médiatique. À cette époque, cette notion de récit, très présente dans les théories d'analyse textuelle et discursive, était quasiment inexistante dans le champ de l'analyse des médias et des études en information et communication. En s'inspirant entre autres des travaux de Paul Ricoeur et de ses 3 volumes de Temps et Récit, l'ORM forgea cette notion de récit médiatique et développa la narratologie médiatique. C'est à l'aide de ce cadre interprétatif que je reviendrai ici sur l'intérêt et les limites du travail de Salmon. Avant le storytelling, la narratologie. Salmon a eu le double mérite de rediscuter des rôles sociaux du récit, et de dénoncer certaines de ses utilisations contemporaines en tant qu'outil de formatage dans le champ de la communication politique ou du marketing commercial, mais il a quelque peu tendance à négliger l'histoire dans laquelle s'inscrivent les analyses narratologiques. Quand il évoque un narrative term qui aurait surgi vers 1995 aux États-Unis, il fait référence sans le dire explicitement, au linguistic term qui s'était imposé dans le champ des sciences humaines dans les années 60. Mais il inscrit très peu son histoire du storytelling dans cette généalogie, même s'il cite brièvement Roland Barthes et le fameux numéro 8 de la revue Communication, qui servit en 1966 de texte fondateur pour l'analyse structurale des récits. Il est pourtant essentiel de retracer cette filiation pour mieux comprendre et démonter le succès actuel des modèles narratifs, dans une série de domaines où on ne les attendait pas. L'ouvrage de Christian Salmon a attiré l'attention d'un public large, bien au-delà des seuls chercheurs en sciences humaines et sociales, sur le succès grandissant, dans des domaines aussi divers que la publicité commerciale, les jeux vidéo destinés à former des militaires avant leur départ sur des terrains d'opération ou la communication politique, de l'usage d'une forme de narratologie pratique déclinée à des fins persuasives. Mais il n'inscrit pas son analyse du storytelling dans une histoire de la narratologie, qu'elle soit aristotélicienne, structuraliste ou post-structurale. Cela nous semble pourtant essentiel pour analyser valablement ce retour du récit,
pour autant que celui-ci ait jamais disparu. Sans revenir aux déclarations discutables d'Umberto Eco sur la fonction biologique du récit, ou à celle de Aaron Kibedi Varga sur sa dimension anthropologique, il serait justifié d'inscrire cette histoire de la mise en récit du monde dans la lignée des recherches de Michel de Certeau, 1980 ou de Gianni Vattimo, 1990, ou dans les analyses de Louis Quéré, 1982 sur L'. Information postmoderne construite narrativement, voire dans les observations d'un publicitaire comme Jacques Pillan qui avait, dès 1995, expliqué comment les hommes politiques devaient être construits médiatiquement comme des personnages de fiction télévisée pour faire passer leur message. Cependant, l'intérêt manifesté par Christian Salmon pour les manifestations particulières du storytelling dans le marketing et la communication politique, alors qu'il néglige totalement son importance dans la résurgence d'un new journalism très marqué par le narratif, au même moment aux États-Unis, est intéressant dans la mesure où il montre bien comment, dans une société postmoderne qui ne trouve plus ses repères dans les grands récits de légitimation comme L', avait déjà démontré Jean-François Lyotard, 1989, d'autres récits vont occuper l'espace laissé libre en instrumentalisant la fonction narrative, en la découplant de son rôle de construction de sens pour en faire un instrument d'aliénation. Mais on peut s'interroger sur la nouveauté de cette analyse, dans la mesure où elle est finalement assez proche de celle proposée à la fin des mythologies de Roland Barthes en 1957. Son décodage du jeune nègre saluant le drapeau français, dans Paris Match, peut déjà se comprendre comme une dénonciation de ce qui n'était pas encore qualifié de storytelling. Le mythe comme système sémiologique second a une double fonction. Il désigne et il notifie, il fait comprendre et il impose, disait-il alors. Et ce que Barthes dévoile à travers l'image de l'abbé Pierre présente de grandes similitudes avec ce que Christian Salmon nous propose dans son décodage de la machine Kate Moss. Il est dès lors assez logique que notre auteur prolonge son étude générale dans des chroniques intitulées War Room, dans Le Monde, s'inscrivant ainsi dans la tradition critique et médiatique de son prédécesseur. Les articles rassemblés dans le volume Storytelling saison 1 ne sont que la reprise actualisée du système barthésien, avec l'intégration des nouveaux outils de la communication politique imaginés par les spin doctors. L'analyse des discours des présidents Bush, Obama ou Sarkozy montre bien que ce ne sont que des langages objets qui servent essentiellement à construire une signification seconde, un mythe. La dénonciation du détournement de la fonction narrative et du mythe à des fins commerciales ou politiques, lorsqu'un récit escamote le réel pour une promesse de réel meilleur, cela relevait auparavant de confrontation idéologique, s'est aujourd'hui ramené à du storytelling. Les limites de l'analyse. Il y a cependant un implicite permanent dans les mécanismes mis au jour et dénoncés par Christian Salmon, dans la mesure où il se réfère à une rationalité qui pourrait se construire sans le recours à des récits fondateurs, lesquels seraient par essence aliénants, et doublement aliénants. D'une part parce que le récit serait toujours un outil de manipulation des masses, un piège, dirait Louis Marin. De l'autre, parce que notre auteur s'inscrit encore dans une forme de sociologie des effets où l'injection d'un message à l'aide d'une seringue hypodermique suffit à le faire accepter par un usager incapable de le prendre avec distance critique. Pour Christian Salmon, les types de supports, les capacités de résistance des usagers ne sont pas des paramètres pris en compte, ce qui se manifeste entre autres dans sa reprise des théories de la propagande, par ailleurs fondée quand il décode le traitement de l'information tel qu'il est conduit par une chaîne comme Fox News. L'importance ontologique du récit, son impact psychique demande sans doute des analyses plus affinées. Ce que fait par exemple Ivan Rialan, quand elle dénonce l'amalgame fait par Salmon entre deux fonctions du récit. Il raconte ce dont peut rendre compte la narratologie, en même temps qu'il persuade ce que doit saisir une approche rhétorique. La publicité aujourd'hui a clairement intégré ces deux fonctions, y compris dans la dimension épidictique qu'elle privilégie, quand elle nous propose des modèles à suivre, des exemples destinés à susciter l'adhésion affective du spectateur. Les politiques ne font rien d'autre qu'en, par exemple dans la campagne électorale américaine de 2008, le clan républicain a construit à partir de rien, le modèle de Joe the Plumber, censé représenter le citoyen américain moyen, qui serait réduit à la misère si tous les engagements démocrates venaient à être mis en œuvre. Finalement, la perception du rôle du récit médiatique par Christian Salmon,
qui se situe davantage dans un cadre de référence sociologique que narratologique, s'inscrit assez directement dans la filiation des théories de l'école de Francfort sur l'aliénation des masses par leur consommation de productions culturelles populaires, conçues pour fabriquer du conformisme au service de l'idéologie dominante. Cela s'inscrit dans un discours de dénonciation qui existe dès que se développe le roman feuilleton, dans la première moitié du XIXe siècle. La critique faite par Salmon du rôle joué par un feuilleton télévisé comme 24 heures chrono dans l'acceptation d'un durcissement des formes de lutte contre le terrorisme, après les événements du 11 septembre 2001, est révélatrice de cette conception aliénante du récit médiatique. D'autres éléments secondaires permettent de percevoir que l'approche narratologique importe moins à Salmon que l'analyse idéologique qu'il veut mener du phénomène social qu'est devenu le storytelling. Tout chez lui a tendance à devenir du récit, y compris les fragments d'anecdotes qui sont racontés autour de la machine à café, et qui contribuent à construire le récit collectif de l'entreprise. Il a ainsi tendance à utiliser de manière quasi synonymique les termes américains story et narrative, alors que le premier terme renvoie souvent au contenu narratif, mais aussi à des histoires plus limitées, à des séquences d'action, diraient les linguistes, tandis que le second renvoie soit à la mise en forme, soit à des récits qui contiennent les deux fonctions intrigantes et configurantes. Le terme de story lui-même est d'ailleurs moins connoté négativement aux États-Unis que dans la Vulgate européenne, qui s'est installée dans la foulée de l'essai de Salmon. Enfin, l'auteur a aussi tendance à amalgamer un peu trop rapidement des traits de la fiction, par exemple la suspension off des reliefs qu'elle installe chez son lecteur-spectateur, à ceux du récit, comme si ces deux types de textes étaient interchangeables alors que leur recouvrement n'est que partiel. C'est bien le signe que l'intérêt de Salmon n'est pas dans une redéfinition des nouvelles formes du récit, et ce n'est d'ailleurs jamais son propos, mais bien dans une déconstruction des emprises sociales du récit considéré en soi comme un outil d'aliénation. Il est significatif que Christian Salmon, pour appuyer sa démonstration, prenne ces exemples dans la communication d'organisation, laquelle ne retient du récit que les trucs et ficelles qu'il renferme, aux fins de dynamisation de l'esprit entrepreneurial, qu'il réduise trop vite le récit à des stories destinées à souder des groupes, et qu'il ignore systématiquement le narrative journalism qui connaît pourtant un regain d'intérêt dans la même région du monde qui lui sert de terrain d'observation. Ce choix de domaine bien particulier ne peut être le seul fait du hasard, dans la mesure où il conforte sa thèse. Et il a sa pertinence à un moment où les formations en communication d'organisation ont tout intégré ces formes de marketing narratif, en réduisant le récit à des stories destinées à souder un groupe, sans aucun esprit critique sur les enjeux éthiques de cette récupération du récit. Comme il n'est pas innocent que de notre côté, notre intérêt ancien pour le récit médiatique nous amène à nous focaliser plutôt sur les enjeux en matière de construction de notre compréhension du monde, d'un retour de forme journalistique longue, privilégiant la subjectivité, l'écriture, la mise en récit. La dimension libératrice des récits. Pourtant, au même moment, d'autres voix montrent que le récit, aujourd'hui encore, peut avoir une fonction émancipatrice à travers des scénarios, des scripts qui donnent du sens au vivre ensemble. Pour Yves Citon, qui veut croiser une approche sémiologique avec une dimension sociopolitique, la généralisation des récits, y compris dans leur récupération par les discours politiques ou publicitaires, n'est pas un signe de maladie dégénérescente. Il réaffirme que le récit réduit la complexité du monde et permet, plus que jamais, des formes de réappropriation. Il rappelle d'abord le pouvoir du récit dans toute société, grâce à sa dimension émancipatrice. Et si tout pouvoir construit ses récits fondateurs, voire dominateurs, il existe toujours des contre-pouvoirs qui bricolent dans l'idéologie dominante, comme le disait de Certeau, pour construire des contre-récits sources de contre-pouvoirs. La position de Citon est radicale, même si elle n'est pas elle aussi dénuée de nombreuses ambiguïtés dans la présentation de son essai, en parlant à tort de fin des idéologies, que ce soit pour s'en féliciter ou pour regretter la belle époque des grands antagonismes binaires et structurants, on rate la spécificité de ce qu'il est aujourd'hui urgent de construire ensemble, non pas tant un système d'idées, cohérent et totalisant, fermement ancré dans la rigueur du concept, rassurant les esprits inquiets par sa prétention avoir réponse à tout, une idéologie,
mais bien plutôt un bricolage hétéroclite d'images fragmentaires, de métaphores douteuses, d'interprétations discutables, d'intuitions vagues, de sentiments obscurs, d'espoirs fous, de récits décadrés et de mythes interrompus, qui prennent ensemble la consistance d'un imaginaire, moins du fait de leur cohérence logique que de par le jeu de résonances communes qui traversent leur hétérogénéité pour affermir leur fragilité singulière. Ce qui compte, continue-t-il, au-delà des accroches ponctuelles, c'est de construire des scripts qui engagent sur la longue durée. Ces scripts fournissent des scénarisations, au même titre que la littérature, qui engage un savoir-faire. Au contraire de Salmon qui voit dans les récits une forme d'aliénation, Citon veut en revenir au modèle de Ricoeur, lequel considère que la mimésis 3, le stade de la refiguration, est un élément d'appropriation du réel, constructeur d'identité, et que le passage par le récit permet de réduire la complexité du monde. Aujourd'hui plus que jamais, il y a des récits libérateurs qui sont reconfigurants, y compris dans les cultures médiatiques de masse. Il ne s'agit donc pas de construire un modèle post-médiatique, comme le suggère Salmon, qui permettrait d'échapper à leur dimension aliénante, mais bien de se réapproprier les récits médiatiques comme éléments de constructions identitaires collectives. Les médiacultures, les mediascapes nous offrent des récits libérateurs, dans leurs textes même ou à travers les accent-aigu-interprétations et les bricolages que les usagers peuvent en retirer à travers des lectures subvertissantes. Le débat entre les tenants de l'école de Francfort, dénonçant sans cesse les effets d'aliénation inscrits dans les médias de masse, et les possibilités émancipatrices de ceux-ci défendues par les disciples de Michel de Certeau revient ainsi au centre des nouveaux avatars du récit. Il traverse même, presque ironiquement, certains ouvrages de marketing, qui veulent mettre au service de l'économie sociale et du secteur non marchand les outils du storytelling, après avoir dénoncé le rôle qu'ils jouent dans toutes les formes d'aliénation propagées par le système médiatico-politique. Le retour du journalisme narratif. De ce point de vue, le retour du New Journalism aux États-Unis, largement ignoré par Salmon, est révélateur de cette croyance à la force du récit médiatique comme instrument d'une meilleure compréhension du monde. Ce mouvement se comprend d'autant mieux si on l'inscrit dans l'ensemble de la culture médiatique, dont on sait que depuis la moitié du XIXe siècle, elle est dominée par le type narratif. La culture médiatique se caractérise centralement par le primat qu'elle accorde à la récitation d'histoires. Daniel Cuenya consacrait déjà, en 1992, un des chapitres de son étude sur la paralittérature à la narrativité dominante. Les productions de masse se caractérisent par une hypertrophie de la fonction narrative. C'est le cas dès que se développe une presse à bon marché. Quand Émile de Girardin lance son quotidien La Presse en 1836, il fonde le succès de ce nouveau type de journal sur deux choix stratégiques. Un coût d'abonnement divisé par 2 par rapport à ses concurrents, grâce à l'introduction de la publicité, liée à l'introduction du roman feuilleton, cette première narration sérialisée qui marque bien les débuts de l'ère médiatique. En 1869, l'affaire Tropman n'est pas tant de l'information sur un crime atroce que la mise en scène narrativisée du crime. Ce n'est pas encore l'avènement de la société du spectacle chère à Guy Debord, mais bien celui de la société de l'événement narrativisé, y compris dans l'émergence de produits dérivés. Carte à jouer avec l'effigie des victimes, chanson dont on vend les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.